Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 67e épisode d'une semaine en comics. Et c'est une semaine qui m'a littéralement saigné à blanc. Franchement, autant c'était tranquillou les 2 dernières semaines. Et là, tout le monde a balancé ses nouveaux titres en même temps. Et c'est un carnage. Donc, on va démarrer très vite pour pas y passer toute la soirée. Et on va commencer par Dreaming Eagles de Garth Ennis et Simon Colby, paru aux éditions Paquet. Alors, si j'en ai pas raté, c'est le 4e récit de guerre écrit par Ennis que publie Paquet. Je vous avais parlé de Stringbags et de The Lion and the Eagle. Et avant ça, il y avait eu Out of the Blue. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quand même un petit truc rigolo sur la couve, parce qu'ils ont jugé utile, pour le coup, d'ajouter un petit sticker pour préciser que Garth Ennis est le scénariste de The Boys. Bon, alors, d'habitude, ce genre de sticker, je le dégage direct, parce que, une couverture de BD, c'est pas une lunette arrière de Twingo, mais bon, là... Quand même, il est carrément collector, ce sticker, parce que The Boys, sur Netflix. Ah ouais. Alors, si ça se trouve, ce bouquin, c'est une édition qui a glissé dans un univers parallèle pour atterrir chez mon libraire, et du coup, il me semble que ça n'a pas de prix, quoi. Enfin bref, voilà, c'est pas grave, mais ça m'amuse, ce genre de boulette. On en verra une autre tout à l'heure, un poil plus gênante sur un autre titre qui est sorti cette semaine. Mais, allez, Dreaming Eagles, donc, de Garth Ennis, que je présente plus, et dessiné par Simon Colby. Alors, Simon Colby, c'est un dessinateur anglais, mais ça fait quand même un paquet d'années que j'avais plus vu son boulot. La dernière fois, je pense que ça devait être sur le relaunch de The Authority, écrit par Dan Abnett et Andy Lanning, et ça remonte quand même à 15 ans. Alors là, j'ai regardé un petit peu, et effectivement, ces dernières années, il me semble qu'il a beaucoup plus travaillé en Angleterre que aux États-Unis. Côté histoire, Dreaming Eagles, ça raconte l'histoire des premiers pilotes noirs de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça raconte, évidemment, le racisme de cette époque, le combat de ces soldats, non seulement contre l'ennemi, mais contre leur propre hiérarchie, contre les brimades perpétuelles, et en fait, juste pour être reconnus à leur véritable valeur. Alors en fait, Garth Ennis a choisi de suivre 2 récits en parallèle. On a donc ce dont je viens de parler, et puis on est également en 1966, en plein mouvement des droits civiques aux États-Unis, et c'est un mouvement auquel participe Lee, qui est le fils de Reggie, qui lui est le vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et ça crée de fortes tensions entre le père et le fils, parce que le père, il croit pas à ce mouvement revendicatif, ou en tout cas, ils croient pas à leur méthode pour obtenir l'égalité pour tous. Et donc, on va avoir en permanence des allers-retours entre les années 40 et les années 60, au fur et à mesure, en fait, que le père raconte ce qu'il a vécu à son fils. Et, à travers cette histoire, Garth Ennis interroge évidemment le racisme institutionnel américain. Il demande finalement comment des hommes noirs pouvaient accepter de combattre pour un pays qui les traitait de la sorte. Et puis, qu'est-ce qui différencie au fond l'Amérique de l'époque de l'Allemagne nazie. Et puis, 20 ans plus tard, comment les choses ont commencé à changer très très doucement. Il y a un côté pédagogique dans la manière dont Garth Ennis aborde ces questions. Il y a la volonté de toujours remettre en perspective la situation de ces personnages, et puis de toujours bien contextualiser son sujet.
Et puis il y a aussi, comme toujours dans ces récits de guerre, il y a la volonté de la part d'Ennis d'être le plus exact dans ses reconstitutions historiques. En fin de volume, il revient en détail sur les recherches qu'il a effectuées pour préparer le récit, et il parle aussi des quelques libertés qu'il s'est autorisées avec la vérité historique, et pourquoi. Et puis, comme toujours aussi, il y a ces moments poignants, vraiment, au cœur des combats, ces espèces de moments d'humanité tragique, où les hommes se trouvent brutalement confrontés à la mort dans les pires des circonstances. Bref, en fait, on retrouve à peu près tout ce qui fait la force des récits de guerre de Garth Ennis, et le tout mis en scène de manière vraiment très efficace par Simon Colby, avec là aussi un souci de coller au plus près de la réalité historique. Si vous connaissez Garth Ennis que à travers ses récits les plus trash et les plus violents, que ce soit The Boys, Preacher ou ses récits d'horreur, ou à travers ces histoires où il s'amuse à jouer avec les stéréotypes des récits de super-héros comme Punisher ou Hitman, ou The Boys encore et toujours, vraiment, je vous invite à jeter un œil sur ces récits de guerre, parce que c'est vraiment là qu'il donne, à mon avis, le meilleur de lui-même, et c'est vraiment le cœur de son œuvre. Pour en finir avec Dreaming Eagles, en fin de volume, outre les notes dont je viens de parler, on a droit à quelques couvertures alternatives. On a droit aussi au scénario du premier épisode. Là par contre, c'est en VO, ça n'a pas été traduit. Et puis on a aussi quelques esquisses préparatoires de Francesco Francavilla pour les couvertures qu'il a réalisées. Au final, l'album il fait 168 pages, format 17 par 26 cm. La traduction, elle est signée Rémi Borel, et il est au prix de 20 €. On passe chez Glénat avec le 3e et dernier tome de Friday, d'Ed Brubaker et Marcos Martin. Alors, celui-ci, je vais être beaucoup plus succinct. Alors, c'est pas que j'ai rien à en dire, bien au contraire, c'est juste que là, on atteint la résolution de toute l'histoire, et que c'est quand même difficile d'en dire quoi que ce soit sans spoiler. Donc, je vais en dire le moins possible, et je vais plutôt prendre le temps de relire les 3 tomes, et puis d'en faire une vidéo dédiée, surtout que là, on a quand même énormément de renvois aux événements des tomes précédents. Et là, juste en lisant ce dernier tome, plusieurs mois après les précédents, j'arrive pas tout à fait à voir si vraiment toutes les pièces du puzzle se mettent bien en place. Il me semble que oui, mais il faut vraiment que je me replonge dans toute l'histoire pour avoir une bonne vue d'ensemble. Alors en attendant, je peux quand même toujours vous montrer quelques planches de Marcos Martin, avec des choses que je trouve quand même assez sublimes. Genre voilà, cette double page qui ouvre le dernier chapitre de l'histoire, et je trouve la composition absolument magistrale. Et puis, de manière générale, Marcos Martin fait vraiment un boulot assez magnifique. Il me semble que le ton, l'ambiance de la série lui doit vraiment énormément. Et en tout cas, en fait, j'ai l'impression qu'il est vraiment en parfaite synchronicité avec Ed Brubaker, et que il a vraiment donné chair, ou au moins transposé sur le papier, ce que le scénariste avait dans la tête. Donc ouais, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup Friday. Encore une fois, il faut vraiment que je relise l'ensemble pour pouvoir en dire 2-3 trucs intéressants et sans rien spoiler. Donc on verra ça courant octobre. En attendant, le bouquin, comme les tomes précédents, il est toujours aussi beau.
Par contre, il y a une énorme couille qui est passée au travers du filet. C'est la 4e de couverture. Parce que, le texte de présentation, c'est exactement le même que celui du tome 2. Alors, sur le premier paragraphe, ça choque pas vraiment, parce que ça reste suffisamment vague pour pouvoir s'appliquer à n'importe quel tome de la série. Par contre, le deuxième paragraphe, qui commence par « L'ambiance devient plus sombre dans ce deuxième tome », oh putain. En fait, j'ai lu ça, je me suis dit « Merde, je me suis planté, j'ai pas pris le bon tome. » Ben si. Et voilà, c'est quand même le genre de couille, quand tu bosses sur l'édition du bouquin, que tu passes à côté pendant toute la préparation du truc, et que tu le découvres seulement sur le produit fini, je pense que t'as juste envie de béner tout le tirage. Sauf que, comme c'est pas possible, tu peux juste la prendre et te la mordre. En fait, t'as juste envie, je pense, que le premier tirage soit très vite épuisé, pour pouvoir corriger ça sur le tirage suivant. Alors, on est d'accord, dans l'absolu, c'est pas dramatique, personne n'est mort, mais ouais, quand même, ça la fout mal, surtout que, encore une fois, pour Steez, on a vraiment eu droit à une très belle édition. Et c'est juste vraiment, vraiment couillon. Quoi qu'il en soit, ce dernier tome de Friday fait 136 pages, format 19 par 28 cm, avec un joli dos arrondi. La traduction, elle est de Basile Begri, et l'album est vendu 19 €. On enchaîne avec un autre tome 3, mais qui, lui, n'est pas le dernier de la série. C'est Grimm de Stephanie Phillips et Flaviano chez Huggin et Munin. Alors, là encore, c'est compliqué d'en parler sans spoiler. La situation a quand même énormément évolué depuis ce qui était posé au début de la série, donc là encore, je vais rester dans le vague. Disons que Stephanie Phillips, en fait, elle se retrouve obligée de jongler avec un paquet d'intrigues en parallèle, vraiment beaucoup, et ce qui peut en fait donner un peu l'impression que globalement les choses avancent relativement lentement. C'était déjà le cas dans le deuxième tome, et c'est encore le cas ici. Mais les choses avancent malgré tout. Et puis, la scénariste prend régulièrement son temps pour se focaliser sur tel ou tel personnage, le temps d'une longue scène, voire carrément d'un épisode. Et la série, dans l'ensemble, je trouve qu'elle y gagne en épaisseur. Et puis, là aussi, j'aime vraiment bien le travail de Flaviano sur cette série, avec un trait assez épuré, et en même temps, on n'a jamais une impression de vide sur ses planches. Bien au contraire, en fait, il joue vraiment habilement à la fois sur la composition de ses planches, et puis aussi sur les textures. Et puis, il y a aussi les couleurs de Rico Renzi, qui font, à mon avis, beaucoup. Alors, je parle pas souvent des coloristes, mais dans le cas présent, je trouve que Flaviano et Renzi fonctionnent vraiment en binôme. Les couleurs de Renzi ajoutent à l'étrangeté permanente de cet univers, à la fois le cadre et les personnages, et vraiment je trouve que ça fonctionne super bien. Et globalement je trouve que c'est la force principale de cette série, c'est cette espèce de symbiose entre scénariste, dessinateur et coloriste. On sent que vraiment tout le monde va dans le même sens, et que tout le monde partage une vision commune de ce que doit être cette série. Et c'est une des raisons principales qui font que je continue de suivre Grimm. Alors ce tome 3, il fait 128 pages, format 17 par 26 cm. Alors en bonus, à la fin, on a juste, je vous les montre, 2 couvertures, voilà. La traduction, elle est de Céline Graff, et le bouquin est au prix de 18 €. Alors c'est tout pour ce qui est des nouveautés de la semaine que j'ai eu le temps de lire ou de relire. En plus, là je suis en plein bouclage de la vidéo sur les sorties d'octobre
hors Panini. Donc autant dire que ça me laisse pas des masses de temps pour bouquiner à côté. Et donc, pour les autres nouveautés de la semaine que j'ai chopées, et il en reste quand même quelques-unes à voir, je vais juste faire une présentation très rapide, et puis j'essaierai d'y revenir un petit peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. On va rester chez Huggin et Mullin pour parler de leur autre sortie comics de la semaine, c'est le tome 2 des Simpsons Horror Show. Alors, le premier tome, il était sorti il y a 2 ans pile poil. Et donc, du coup, ça commençait quand même à faire un petit moment que j'attendais la suite. Globalement, je peux pas dire que je m'intéresse énormément aux versions comics des Simpsons. Et d'ailleurs, ça fait même un paquet d'années que je m'intéresse plus non plus à la série télé. Mais côté comics, on a quand même eu droit à des choses intéressantes, comme Radioactive Man, par exemple. Je suis pas sûr que ça ait été traduit en France, mais c'est un truc dont il faudrait qu'on parle un de ces 4. Et puis surtout, les bandes les plus intéressantes, il me semble que c'est celles qui paraissaient dans la série Bart Simpson Treehouse of Horror. Et c'est précisément ces récits qu'on retrouve dans ces intégrales. Je crois qu'il devrait y en avoir 3 en tout, il me semble. Et alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que les éditeurs des Simpsons ont fait appel à tout un tas de gens du monde des comics qui ont aucun lien avec les Simpsons, mais qui se sont essayés à cet univers et à ce style graphique. Et ça donne régulièrement des choses vraiment intéressantes, et ne serait-ce justement que sur le plan graphique, du genre, alors j'en ai quand même signalé quelques-uns, du genre, voilà, les Simpsons par Terry Moore. Ouais, le papa de Strangers in Paradise qui s'amuse avec la famille Simpson. Et c'est le genre de truc assez improbable qu'on peut croiser dans ces pages. Et du coup, c'est quand même assez marrant de le voir adopter le style de Matt Groening, mais en même temps, voilà, pas tout à fait. Ça donne quelque chose de visuellement intéressant. Alors, j'ai plus improbable que ça. On y va tout de suite. Les Simpsons par Steve Niles et Glenn Fabry. Et là, en fait, Steve Niles, il s'auto-parodie en réécrivant son 30 Days of Night en mode Simpson, et le tout illustré par quand même le type qui a réalisé les couvertures de Preacher. Et vous n'allez pas me dire que ça n'a pas de la gueule, honnêtement. Si je continue comme ça rapidement, là on a c'est Jerry Duggan, Brian Posehn et Hilary Barta qui nous font une réécriture des Dents de la Mer en mode Simpson. Je continue, viens par ici toi. Peter Kuper. Alors Peter Kuper, lui, il s'est notamment fait connaître pour ses adaptations en BD des œuvres de Franz Kafka. Et là, pour le coup, il nous refait la métamorphose avec Homer Simpson dans le rôle principal. Dans le genre improbable, on a quand même la rencontre entre les Simpsons et le groupe Kiss, le tout écrit par le bassiste du groupe, Gene Simmons. Ouais, voilà, évidemment, c'est voilà. Ou alors, on a aussi improbable, la rencontre entre les Simpsons et Cthulhu. Le tout écrit par Len Wein et dessiné par Dan Brereton. Et de base, je suis pas vraiment fan du style de Brereton, mais honnêtement, dans ce cadre, quand il dessine les Simpsons à sa manière, je trouve que ça le fait vraiment. Et puis, allez, j'en ai encore noté un petit dernier et on va s'arrêter là. Kyle Baker, l'auteur de Captain America The Truth, qui va enfin sortir en France l'an prochain, ou l'auteur d'épisodes absolument géniaux de Plastic Man, qu'il faudra que je vous montre un jour, et qui arrive quand même à nous faire un Homer Simpson encore plus débile que l'original. Allez, voilà, je vais m'arrêter là, mais on a quand même encore un paquet de trucs du même genre dans ce volume. On a une parodie de Walking Dead, on a une
parodie de Star Wars, on a un récit dans le style des EC Comics des années 50, bref, on a une tonne de trucs vraiment fun. Et de mon point de vue, clairement, c'est pas quelque chose qui s'adresse uniquement aux fans des Simpsons, ça s'adresse vraiment aux fans de comics en général, et donc, aux abonnés de cette chaîne, forcément. Tout ça, ça nous donne un gros bébé de 400 pages, format 19 par 28. La traduction, elle est d'Alex Nikolavitch, qui, à mon avis, a quand même dû bien s'éclater là-dessus. Et le volume est vendu 35 €. On va rester dans les gros volumes avec le tome 4 de l'intégrale The Goon d'Eric Powell. Alors, ça faisait un moment que j'avais envie de me replonger dans cet univers, parce que The Goon, c'est une série que je suivais en VO à l'époque, et puis que j'ai arrêté de lire quand j'ai arrêté d'acheter les nouveautés US en single, et mine de rien, ça fait quand même 15 ans que j'ai plus rien lu de The Goon. Mon dernier numéro en VO, voilà, c'est celui-ci. C'est le numéro 32 qui est paru en 2009. Et donc, comme je le disais, j'avais vraiment envie de remettre le nez là-dedans. Et puis, la sortie de cette 4e intégrale, de ce point de vue, elle tombe bien, puisque mon dernier numéro en VO, il se trouve que c'est le premier numéro au sommaire de ce volume 4. Alors c'est un petit peu compliqué de reconstituer le sommaire de The Goon, parce que The Goon, en fait, en plus de la série régulière, t'as eu pas mal de one-shot, t'as eu plusieurs mini-séries, mais bon, alors ici, sauf erreur de ma part, on doit avoir les numéros 32 à 41 de la série régulière, plus la mini-série Buzzard. Alors, pour l'instant, j'ai pas du tout eu le temps de m'y replonger, donc on va en rester là. Le temps que je me relise toutes ces erreurs, et puis j'espère qu'on en reparlera plus tard. En attendant, alors, concernant cette intégrale, plus spécifiquement, on a quand même droit à une partie bonus assez généreuse, qui commence ici. Voilà. On a par exemple, on a quelques variantes de cover avec, celle-ci par Richard Corbin. Un petit peu plus loin, on a... Où est-ce que c'est ? Là. Non. La page... Oui, si, là. On a du Kevin Nolan. Non, c'est pas là, ça c'est Eric Powell. Remets-toi dans l'ordre. Allons. Voilà. Non, ici. Oui. On a du Mike Mignola. Voilà. Je sais que je le trouverai. On a du Mike Mignola. On a du Kevin Nolan. On a Mike Ploug. On a Jeff Smith. On a Bernie Wrightson. Excusez du peu, quand même. Et puis après, on a quand même un paquet de dessins signés Eric Powell. Et on a vraiment de très belles choses. Le type est assez brillantissime dans son style, je trouve. Une belle galerie de bonnes trognes, comme il sait les dessiner. Donc, voilà pour ce tome 4. Alors, on devrait encore en avoir un 5e pour boucler la série. Ou en tout cas, ce qui a été publié en France chez Delcourt. Et il me semble qu'il y a des choses qui n'ont pas été publiées en France, ou pas. Faut vraiment que je me penche de plus près sur tout ça pour en faire une vidéo un peu globale. Alors, là encore, c'est avant tout plus une question de temps plutôt que d'envie. On verra bien. En tout cas, en attendant, cette intégrale, elle fait elle aussi 400 pages, comme les Simpsons. Même format, c'est du 19 par 28. Bon, par contre, niveau prix, il faudra sortir 10 € de plus. Là, on est à 45 €. J'imagine que les tirages pour ces deux titres sont pas du tout les mêmes.
Et je vais terminer en précisant que la traduction est de Nick Mailander. Une autre chose que j'ai pas encore lu non plus, c'est le tome 2 de By the Horns de Marquisa Nasso et Jason Moore. Alors, le premier volume, j'en avais parlé à l'époque, c'était vraiment un chouette récit de fantasy qui déjouait pas mal les stéréotypes du genre. Et du coup, là, les deux auteurs sont revenus avec une suite sensiblement plus longue. Cette deuxième série, il a fait 12 numéros contre 8 pour la première. Le dessin, moi je le trouve toujours aussi chouette. C'est très classique, mais c'est vraiment très efficace. Et puis avec un gros travail de la part de Jason Moore pour peupler cet univers de quantité de créatures plus ou moins bizarroïdes. On va voir si côté scénario ça reste toujours aussi bien. Et puis, là aussi, on va tâcher d'en reparler très bientôt. En attendant, ce deuxième volume fait 320 pages, grand format 19 par 28 cm, traduit par Benjamin Viette, et le prix est de 29 €. Et on enchaîne sans traîner avec la nouvelle édition d'Automnal de Daniel Kraus et Chris Sheehan chez 404 Graphiques. Alors celui-ci, en fait, j'étais absolument persuadé de l'avoir, sauf que non. Je sais pas, j'ai dû l'emprunter en bibliothèque à une époque, ou alors il est planqué dans un endroit où j'ai pas pensé à le chercher, et puis maintenant que j'ai acheté cette nouvelle édition, il va me sauter à la gueule. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais ouais, franchement, Automnal, c'est un récit que j'aime vraiment beaucoup. C'est du fantastique, mais qui s'installe très très progressivement dans cette histoire, qui est en fait l'histoire d'une femme et de sa fille, et tout l'aspect fantastique va venir bouleverser leur vie. Je vais essayer de faire une vidéo dédiée la semaine prochaine, dès que j'aurai terminé celle sur les sorties d'octobre, et histoire de pouvoir y revenir de manière un peu plus précise, parce que ça le mérite vraiment. En attendant, concernant cette nouvelle édition, alors visiblement le format a été sensiblement agrandi. Là on est sur du 21 par 32 cm, et la précédente ça devait être du 19 par 28. Le prix, lui, il est passé de 20 à 25 € pour cette nouvelle édition. Est-ce que cette vidéo va se terminer un jour ? Oui, on y est presque. Parce que, chez Panini, en ce qui me concerne, cette semaine, rien. Enfin, voilà, rien de très intéressant à mon goût. Incredible Hulk de Philip Kennedy Johnson, je me suis déjà lassé de la formule le monstre du mois. Donc, en ce qui me concerne, ce sera lecture sur Marvel Unlimited, et puis c'est tout. Spider-Punk, alors là, par contre, je vais même pas perdre mon temps à lire ça sur tablette. J'avais lu le premier tome, c'est une purge, et c'est même pas beau. Donc, au revoir. Deadly Neighborhood Spider-Man, les dessins de Juan Ferreira sont vraiment chouettes, mais alors, le scénario de Taboo et B. Earl, c'est quand même assez foireux. À la limite, je conseillerais plutôt le précédent Spider-Man dessiné par Juan Ferreira, qui s'appelait Spine Tingling Spider-Man, qui est sorti il y a 3 mois, je crois. Et là, quand même, les histoires de Saladin Ahmed tenaient mieux la route que ça. Je trouve que c'est dommage pour Ferreira, parce que j'aime vraiment bien son style, dans le genre horrifique, on est d'accord. Et son meilleur taf à ce jour, il me semble que ça reste Colder, écrit par Paul Tobin, et qui est paru en France chez Comics Initiative. J'en avais parlé à l'époque, et alors celui-ci, par contre, je le recommande vraiment. À part ça, Panini sort aussi le 3e deluxe des New Mutants. Alors c'est des épisodes que j'ai lus dans Destiny of X. Honnêtement, toute la partie qui se déroule dans les limbes, par Vita Ayala et Rod Rice, je la trouve assez chouette, et par contre, la suite écrite par Charlie Jane Anders, c'est vraiment pas bon.
Et puis, en Deluxe encore, on a la suite et la fin de la série Punisher par Greg Rucka et Marco Checchetto. Alors bon, Checchetto est quand même beaucoup moins présent que dans le premier tome. L'histoire, je l'ai pas relu depuis sa première publication en France, il y a 10 ans. Dans mon souvenir, c'était pas mal, mais c'était quand même très très lent. Honnêtement, c'était vraiment décompressé au-delà du raisonnable. Donc, ouais. Et puis, on a eu la ressortie de 2 intégrales, Uncanny X-Men de 1989, par Chris Claremont et Marc Silvestri, avec aussi un petit peu de Jim Lee qui débarque sur la série à cette époque. Et puis, on a eu l'intégrale Fantastic Four 1970, avec du coup les derniers épisodes de Jack Kirby, et les tout premiers dessinés par John Romita. Et c'est vraiment une intégrale qui marque la fin d'une époque. Chez Bliss, on a eu le retour cette semaine de l'univers Valiant, avec Eternal Warrior Scorched Earth. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai pas vu en rayon. Bon, en même temps, j'ai pas vraiment fait gaffe parce que j'avais zappé qu'il sortait cette semaine. Le scénario est signé Tres Dean. Alors, inconnu au bataillon en ce qui me concerne. Et le dessin est de Alberto Taracido. Là non plus, c'est pas un nom qui m'est familier. Alors, je vais quand même guetter ça, même si, honnêtement, les derniers titres Valiant étaient globalement nettement moins réussis que les premiers. Il y a vraiment un truc qui s'est perdu en route chez Valiant. Donc ouais, je sais pas. On verra. On va terminer avec Urban et avec leurs 2 sorties de la semaine. La première, c'est la nouvelle intégrale 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Alors, Urban avait déjà sorti la série au format intégral, il me semble, sauf que là, ils le ressortent dans la collection Urban, donc très grand format, c'est du 21 par 32 cm, donc beaucoup plus grand que mon petit trade paperback. Alors, clairement, j'ai aucune intention de prendre cette édition. Par contre, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de relire la série, en parallèle de la sortie de ces nouvelles éditions, surtout que je suis jamais allé au bout de la série. J'avais lâché, je pense, à peu près à mi-parcours. Je m'en étais vraiment lassé au bout d'un moment. J'aimerais bien retenter le coup et voir ce que ça donne. Et puis, en faire une série de vidéos au fur et à mesure des sorties de cette édition. On verra. Là, déjà, je démarre après le coup d'envoi, donc c'est pas gagné. L'autre sortie du Urban du mois, toujours en grand format, c'est le nouveau Ramvi Felipe Andrade, le dernier festin de Robin. Alors, j'espérais avoir le temps de finir de lire avant d'enregistrer cette vidéo. J'ai juste eu le temps de lire les 2 premiers épisodes, mais voilà, je vais m'y remettre très très vite, parce que j'aime beaucoup le début de ce récit, qui est l'histoire de cet ogre, au sens propre comme au sens figuré, qui se lance dans un périple gustatif à la recherche des mets les plus rares. Et il est accompagné d'un documentariste qui lui, sait pas trop ce qu'il fout là. Et il est avec, à ses trousses, un duo de type assez inquiétant. Je trouve que Felipe Andrade est encore meilleur ici que sur les derniers jours de Laila Star. J'aime vraiment beaucoup ses planches. À la fois son trait qui est quand même vraiment singulier, la composition de ses planches, ses couleurs, vraiment, je suis fan. Donc, allez, voilà. Je finis très vite de le lire et on en reparlera très bientôt.
est-ce qu'on en a enfin terminé ? Eh ben, pour les sorties de la semaine, oui. Mais cette semaine, j'ai eu le plaisir de croiser Chrome, le dessinateur de Bird King, la série écrite par Daniel Friedman et qui est parue en France aux Humano. Alors, Chrome, c'est lui. Ouais, c'est en fait le bonhomme apparaît toujours en public, masqué, avec une tête de mort. Là, comme il a la tête penchée, ça se voit peut-être pas très bien. Ça peut surprendre, mais finalement, au bout de quelques minutes, on s'y fait. Et ben, Chrome est en tournée de dédicaces en France. Alors, j'ai pas les dates ni les villes où il passe. D'ailleurs, je sais même pas s'il a encore des choses prévues ou s'il a fini. En attendant, j'en ai profité pour me faire dédicacer mes 2 tomes. Alors, pour le premier, en fait, je lui avais demandé de me dessiner Bianca, qui est l'héroïne du récit, mais je lui avais demandé une Happy Bianca parce que quand même, vu tout ce qui lui arrive dans la série, c'est pas très souvent qu'on a l'occasion de la voir sourire. Et puis, alors pour le 2e tome, là, j'ai fait nettement plus classique. Je lui ai demandé un Bird King. Et puis du coup, j'en ai profité pour échanger quelques mots avec lui. Alors j'ai toujours des scrupules à poser des questions à un dessinateur pendant qu'il dessine. Je sais que déjà moi, perso, faut pas me parler pendant que je fais mes lacets, parce que voilà, ça me déconcentre, après je me retrouve avec les 2 pieds attachés et je me pète la gueule. Mais bon, voilà, là, en l'occurrence, c'est lui qui de temps en temps relançait la discussion, du coup, j'avais quand même nettement moins de scrupules. Alors, à propos de Bird King, j'ai appris que le tome 3, il était bouclé et qu'il sortait avant la fin de l'année aux États-Unis. Et en France, il devrait sortir en mars prochain. Et puis pour la suite et fin, le 4e tome, là par contre, il faudra attendre 2025. Il a à peine commencé à travailler dessus. Là encore, je vais essayer d'y revenir prochainement. J'avais parlé rapidement du tome 2 au moment de sa sortie. Là, j'ai relu les 2 tomes de Bird King, et puis j'ai pris quelques notes. Il faudrait juste encore que je relise l'autre bouquin qu'ils ont fait ensemble, Raiders, et puis que je mette tout ça un petit peu en ordre pour en faire une vidéo dédiée. Allez, on va dire 2e quinzaine d'octobre. En attendant, ça y est, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Promis, je relance mon compte cette semaine. J'espère juste que j'ai pas oublié mon mot de passe. Et puis, vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.